Dans cette vidéo, on va parler du fait que les États-Unis menacent de sanctionner l'Inde parce que l'Inde veut se développer en partenariat avec l'Iran. On va aussi aborder la question du Niger et du Bénin. On verra l'évolution de l'embargo et les décisions de chaque pays. Commençons avec l'Inde. Quelques heures après que l'Iran a signé un accord historique avec l'Inde pour développer et exploiter le port de Chabahar dans le sud du pays, les États-Unis ont averti New Delhi que toute personne ou entité envisageant de conclure des accords commerciaux avec Téhéran devait être conscient du risque potentiel de sanctions. Cela souligne une fois de plus la dépendance des États-Unis aux sanctions. Lors d'une conférence de presse lundi 13 mai, Vedant Patel, porte-parole du département d'État américain, a abordé les questions concernant l'accord récent entre l'Inde et l'Iran en évoquant d'éventuelles représailles américaines si New Delhi signait des accords commerciaux avec Téhéran. Patel déclare ceci, je cite, « Nous sommes au courant des informations selon lesquelles l'Iran et l'Inde ont signé un accord concernant le port de Chabahar. Toute entité ou personne envisageant des accords commerciaux avec l'Iran doit être consciente du risque potentiel de sanctions. » Et il le dit au calme, sans aucun souci, sans même se demander si c'est normal. Bien sûr, vu que ce sont les champions, ils n'ont pas à se poser la question comme ça. Ils ont juste à imposer des choses aux autres. L'accord bilatéral à long terme pour l'exploitation du port de Chabahar, le seul port maritime d'Iran, a été officiellement signé donc lundi 13 mai entre l'Indian Port Global Limited, en abrégé IPGL, et l'Organisation portuaire et maritime d'Iran. Ce contrat permet l'exploitation du port de Shahid Behetsi dans le cadre du projet de développement du port de Chabahar pour une durée de 10 ans. Pendant cette période de 10 ans, IPGL s'est engagé à investir 120 millions de dollars pour améliorer les installations portuaires. De plus, l'Inde a apporté un crédit de 250 millions de dollars pour des projets de collaboration visant à améliorer les infrastructures associées à Chabahar. Vedant Patel insiste, le représentant américain. Il dit et il continue de réclamer, de clamer que les sanctions américaines contre l'Iran restent en vigueur et nous continuons à les appliquer. Oui, on avait bien entendu. Et il ne s'arrête pas là. Je laisserai le gouvernement indien parler de ses propres objectifs de politique étrangère concernant le port de Chabahar ainsi que les relations bilatérales avec l'Iran. Quoi de plus normal que de les laisser parler de leur politique étrangère? Vous l'avez dit, c'est leur politique étrangère. Ce n'est pas vous qui allez en parler. Il présente la chose comme s'il faisait une faveur à l'Inde alors que c'est quelque chose de parfaitement normal. C'est un peu comme si vous me dites, je te laisse le soin de choisir ce que tu vas manger. Oui, je te laisse le soin de choisir avec qui tu seras ami. Ce n'est que normal. C'est à moi de choisir. Pourquoi ils font comme s'ils font une faveur? Ils ne font pas une faveur. De son côté, New Delhi, l'Inde, envisage depuis longtemps l'importance de développer un port en Asie de l'Ouest et à Chabahar précisément, qui représente une porte d'entrée vers l'Afghanistan et l'Asie centrale pour l'Inde. C'est un port qui va les permettre de contourner le port de Karachi et de Gwadar au Pakistan. En tant que co-entreprise indo-iranienne, le port joue également un rôle clé dans les projets de connectivité plus larges du corridor de transport international Nord-Sud. L'INSTC, fondé par quelques membres des BRICS, l'Iran, l'Inde et la Russie, c'est un réseau de transport multimodal visant à relier l'océan Indien et le golfe Persique à la mer Caspienne via l'Iran et à s'étendre davantage vers le nord de l'Europe via Saint-Pétersbourg en Russie. À ce jour, New Delhi a fourni au port 6 grues portuaires mobiles et des équipements supplémentaires d'une valeur de 25 millions de dollars. De plus, un total cumulé de 2,5 millions de tonnes de blé et 2000 tonnes de légumiers ont été acheminées de l'Inde vers l'Afghanistan via le port de Chabahar. L'Inde considère les progrès de Chabahar comme une initiative capable de concurrencer les investissements chinois dans la région pakistanaise de Gwadar. L'Inde avait accepté en 2016 de financer le développement du port iranien, mais ce projet a été entravé 2 ans plus tard en raison des sanctions américaines réimposées après le retrait unilatéral de Washington de l'accord nucléaire de 2015 avec l'Iran. La menace des sanctions s'inscrit dans la continuité de la politique américaine de sanctions contre l'Iran. Téhéran affirme que Washington est accro à l'imposition des sanctions. Divers instituts et individus iraniens ont été soumis à diverses sanctions depuis 44 ans, et ce pour diverses raisons également. En fait, on se rend compte que les États-Unis ne veulent voir personne d'autre que réussir et bâtir des nations fiables. Maintenant, est-ce qu'ils sont fiables eux-mêmes? Encore les sanctions, encore et toujours les sanctions. Tout ce qu'on connaît des États-Unis, ce sont les sanctions. Encore et toujours les sanctions pour désavantager les autres. Quand ils sanctionnent même et qu'ensuite les sanctions les touchent, là ils annulent. Ce n'est plus bien les sanctions finalement. Leur réputation est tellement connue que je me demande comment ils font encore pour prétendre être une nation de paix. En moins de 2 siècles, ils ont des dizaines de guerres à leur actif et tellement de destructions causées. Que cet empire s'effondre vite. Je pense que tout le monde est fatigué d'eux.
En Afrique de l'Ouest maintenant, au sujet des différends entre le Bénin et le Niger donne les conditions de la réouverture de ses frontières avec le Bénin. Et cet ensemble de conditions peut se résumer très simplement. Le retrait des soldats français. Selon les autorités de Niamey, au moins 5 ans de l'armée française se situent à la frontière entre le Niger et le Bénin. Ils ont dit au moins 5, donc il peut y en avoir plus. Le gouvernement nigérien a annoncé la continuation de la fermeture de ses frontières entre le Niger et le Bénin à raison précise de la présence de ces camps militaires français sur le territoire béninois. Cette décision a été communiquée par le premier ministre de la transition du Niger samedi dernier. Nous avons souverainement décidé de garder notre frontière fermée avec le Bénin parce que nos anciens alliés français sont revenus sur le territoire béninois après leur départ du Niger. Voici ce qu'a déclaré Ali Maman Lamine Zéné lors d'une conférence de presse diffusée à leur télévision publique. Il a précisé qu'il y a au moins 5 ans de l'armée française au nord du Bénin, près de la frontière avec le Niger, ajoutant que des terroristes y sont formés pour déstabiliser le Niger. Des gros morceaux sortent, de grosses informations sortent. Et à raison de ça, il a averti que le Niger maintiendra sa frontière fermée jusqu'à ce que le Bénin décide de traiter cette question essentielle à leur sécurité. La déclaration du premier ministre nigérien fait suite à la décision des autorités béninoises d'empêcher l'exportation du pétrole brut nigérien via le port de Sémé en réponse au refus du Niger de réouvrir sa frontière. Le président béninois Patrice Talon a affirmé dans une interview à la télévision publique béninoise mercredi dernier que, je cite, « Nous avons informé les Chinois qu'aucun navire ne pourrait charger des produits nigériens dans nos eaux tant que le Niger interdira tout échange avec le Bénin en gardant ses frontières fermées. » Le premier ministre nigérien a critiqué cette décision en disant qu'elle violait plus d'une dizaine d'accords signés entre le Bénin et le Niger et la Chine concernant la construction et la mise en service du pipeline. Donc quand Talon parle de trucs formels et informels, en fait c'est lui qui est en train de faire des choses qui ne sont pas légales. C'est lui qui est dans l'illégalité. Ils ont des accords qui permettent le passage du pétrole du Niger indépendamment du fait que leur frontières soient ouvertes ou fermées. C'est indépendant de ça. Le Niger est dans tous ses droits en demandant au Bénin de laisser passer son pétrole. Quand on écoute le président du Bénin, on a l'impression que le Bénin aide le Niger, alors que pas du tout. Le Niger paye pour ce passage. C'est donc les autorités du Bénin qui sont en tort dans cette affaire. Grâce à ce pipeline de près de 2000 km, le Niger a commencé à exporter son pétrole brut vers le Bénin, destiné à être vendu sur le marché international par la société chinoise CNPC, principal actionnaire donc. Environ 90 000 barils par jour sont acheminés depuis le site d'Agadem situé dans la région de Difa, au sud-est du Niger, près de la frontière tchadienne. Les premières cargaisons de ce pétrole sont arrivées à Sémé le 21 avril dernier. Depuis l'action patriotique du 26 juillet 2023 contre le président Mohamed Bazoum au Niger, les relations entre le Niger et le Bénin se sont détériorées. Outre le maintien des fermetures des frontières, les nouvelles autorités nigériennes ont dénoncé l'accord militaire entre ces deux pays. Après tout ça, après tous ces événements tumultueux, le Bénin s'est un peu calmé. Les autorités béninoises ont décidé de lever l'embargo sur l'exportation du pétrole nigérien. L'autorisation est ponctuelle et provisoire, a averti le ministre béninois des Mines. Le Bénin pourrait à nouveau suspendre cette autorisation en cas de manque de coopération de la part de Niamey. On a coopération n'a été sanctionné encore. Et c'est ce que le ministre a dit, hein. C'est pas que ce sont mes mots, c'est littéralement ça. On dirait qu'ils aiment les sanctions. Ça ne ressemble pas aux États-Unis. Quoique quand on parle des autres officiers de l'armée américaine qui sont venus et qu'ensuite il y a eu comme par hasard cette affaire. Après on parle de sanctions tout le temps à gauche, à droite. On leur demande de se soumettre. Ça fait quand même beaucoup, non? Et il a dit, je cite, « Cette situation est ponctuelle et provisoire et ne saurait être une règle de conduite. » Soulignant donc que le Bénin pourrait à nouveau suspendre son autorisation si Niamey ne coopère pas. Coopérer. Vous voyez comment vous faites les choses, vous signez des accords, mais ça devient une raison de vous menacer. Voilà alors les gens qui freinent la marche de l'Afrique vers la libération. Laissez ces pays travailler pour leur évolution, mais non. On enchaîne menace sur menace, sanction sur sanction, problème diplomatique sur problème diplomatique. Tout ça pour mener où? Ouais, on fatigue les gens, on fatigue. On va continuer avec quelques actualités sur le continent. Le comité d'organisation du Congrès international africain a annoncé que la deuxième édition de l'événement se tiendra à Saint-Pétersbourg le 28 mai, donc le 28 de ce mois. Le deuxième Congrès international africain, qui est une plateforme
permanente, voilà, pour le développement des échanges commerciaux humanitaires et de la diplomatie publique entre les milieux d'affaires africains, russes et eurasiatiques se déroulera le 28 mai dans la ville de Saint-Pétersbourg en Russie. Les discussions du congrès porteront sur 5 thèmes principaux. Les priorités actuelles de la coopération d'affaires russo-africaine, le climat d'investissement dans les pays africains, la coopération humanitaire comme moteur du développement des relations russo-africaines, la création d'un espace médiatique commun russo-africain et 5. La mise en place du réseau international Maison Afrique. Le comité d'organisation du congrès comprend des représentants des élites politiques et des milieux d'affaires africains et russes. Le service de presse du congrès indique que l'événement bénéficie également du soutien des diplômés africains des universités russes. Ceux qui participeront au congrès à Saint-Pétersbourg sont les chefs de mission diplomatiques et des représentants commerciaux des États africains, ainsi que des représentants des autorités russes, des dirigeants d'associations d'entreprises africaines, des membres du monde des affaires russes, de la Chambre de commerce et des industries russes, des scientifiques, des artistes et des personnalités sportives. Pour rappel, le premier congrès international africain s'est déroulé le 5 avril 2023 à Moscou. Donc, on a l'impression que ce sera chaque année maintenant. Autre actualité. La peste porcine africaine a de nouveau frappé certains élevages en Côte d'Ivoire, marquant le 2e cas en à peine quelques mois, selon le ministère des Ressources animales et halieutiques. Des analyses faites ont confirmé la présence de la peste porcine dans les échantillons provenant des régions de Bouaflé et de Songong. Plusieurs mesures ont été mises en place pour limiter la propagation de la maladie. L'interdiction des mouvements de porcs et des produits porcins dans les localités concernées. L'abattage de tous les porcs dans un rayon de 3 km autour du foyer d'infection. Le nettoyage et la désinfection d'élevage touchés, ainsi qu'un renforcement de la surveillance dans les zones à risque. L'abattage sanitaire des porcs sera accompagné d'indemnisations pour les éleveurs concernés. Il s'agit de la 2e réapparition de la peste porcine africaine en Côte d'Ivoire en 2024. Uniquement en 2024. Déjà qu'à l'époque, ça avait fait des dégâts. En 1996, une épidémie avait déjà causé la mort de 100 000 porcs et coûté 1,8 milliard de francs CFA, soit près de 3 millions de dollars au pays. Donc, ils prennent ça très au sérieux et font en sorte que les mesures soient immédiatement appliquées. Maintenant, il y a un truc qui me perturbe un peu. En fait, si vous vous rappelez, lors du sommet Russie-Afrique de juillet 2023, le vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, en gros la chambre haute du Parlement russe, avait déclaré que des laboratoires biologiques américains opèrent dans une dizaine de pays africains, y compris la Côte d'Ivoire, appelant tous les pays du continent à surveiller ces installations de près. Perso, je pense qu'il n'est pas impossible que ce soit ces différents laboratoires qui nous posent beaucoup de problèmes ces derniers temps. Je pense aussi qu'on n'est jamais assez prudent avec les Américains. Si les autorités de nos pays peuvent les guetter de près, peuvent vraiment vérifier ce qu'ils sont en train de faire, ça pourrait peut-être sauver des vies. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.